Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Madeleine Webb est née à Stillwater, dans l'Oklahoma, le 3 juin 1912. Elle était enfant unique et ses parents, nommés William et Vera, gâtaient bien souvent leur fille, veillant à ce que Madeleine profite d'une enfance agréable et confortable. À l'école, elle adorait se produire et se levait souvent devant la classe pour lire ou chanter. Elle a également rejoint le groupe d'art du spectacle connu sous le nom de Glee Club. Les enseignants et ses camarades ont vite remarqué que Madeleine était une très bonne actrice, et l'un de ses professeurs l'a décrite comme l'élève la plus talentueuse qu'elle ait jamais eue. Madeleine est devenue une très belle jeune femme et, lorsqu'elle a terminé l'école, elle est allée étudier à l'Université d'État de l'Oklahoma. Les choses ont alors commencé à devenir un peu plus difficiles pour elle, car son père est décédé en 1930 et sa mère n'a pas pu lui apporter le soutien financier dont elle bénéficiait auparavant. Mais Madeleine a étudié avec acharnement et a obtenu son diplôme en 1933. Après avoir obtenu son diplôme, elle a réfléchi à ce qu'elle voulait faire ensuite, mais ce fut une surprise pour la plupart des gens lorsqu'elle s'est enfuie avec son petit ami nommé Ed Roy King et s'est mariée. Le mariage n'a pas duré très longtemps et moins d'un an après avoir marché vers l'autel, Madeleine a demandé le divorce. Désormais concentrée sur son avenir et voulant un nouveau départ, elle a dit à sa mère qu'elle allait suivre son rêve de devenir actrice ou mannequin et qu'elle allait partir à Hollywood. Sa mère était totalement opposée à cette idée et pensait que sa fille devrait rester dans la petite ville de Stillwater. Elle savait que beaucoup de jeunes femmes espéraient devenir des actrices et des mannequins célèbres, mais elle était bien consciente que très peu d'entre elles réaliseraient un jour leur rêve de devenir une star. Madeleine savait cependant que son père l'aurait soutenue. Il avait toujours admiré son ambition et la considérait comme très talentueuse. Ainsi, en 1936, contre l'avis de sa mère, elle partit pour Hollywood. Madeleine découvrit rapidement qu'essayer de réussir à Hollywood était extrêmement difficile et, bien qu'elle fût une très jolie jeune femme, il y avait beaucoup d'autres femmes, magnifiques, partageant les mêmes espoirs et les mêmes rêves. Elle réussit à obtenir quelques petits contrats de mannequinat, mais après 3 ans sans décrocher le rôle de sa vie, elle quitta Hollywood et partit pour New York, pour tester son succès potentiel à Broadway. Les choses étaient tout aussi difficiles à New York. Chaque rôle était convoité par de nombreuses actrices belles et talentueuses, et bien que Madeleine ait réussi à obtenir quelques emplois de danseuse et de mannequin, elle gagnait la majeure partie de ses revenus en travaillant comme serveuse. La vie devenait très difficile pour elle. Elle approchait maintenant de son 30e anniversaire et parfois, elle souhaitait s'éloigner des lumières de la grande ville et retourner dans la petite communauté paisible de Stillwater. Mais Madeleine n'est pas rentrée. Mais elle est restée à New York, s'accrochant au moindre espoir de célébrité. Puis en 1942, elle a rencontré un homme nommé Elie Chombran. À certains égards, il lui ressemblait, ayant aussi rêvé de gloire et de célébrité. Il avait été chanteur de big band dans un cabaret de Long Island pendant un moment. Lorsque le club a fermé, il a commencé à travailler pour son oncle, nommé Murray Herschel, dans son entreprise de joaillerie. Cependant, l'entreprise n'avait pas la meilleure réputation, et lorsque Elie a été arrêté, sa femme l'a quitté et il s'est retrouvé célibataire et sans emploi. Il a de nouveau essayé de trouver du travail dans un groupe, mais la concurrence était rude. Mais alors qu'il pensait que rien n'allait pour lui, il a rencontré Madeleine et ils sont rapidement devenus un couple. Madeleine et Elie ont commencé à vivre ensemble, mais sans argent, ils passaient leur temps à séjourner dans des hôtels, bon marché qu'ils quittaient souvent sans payer la note. Donc sans travail, sans argent et... N'ayant nulle part où aller, Elie est retournée à sa vie de petite délinquance. Finalement, le couple a fini dans un hôtel appelé le Sutton. Ils se sont enregistrés sous les noms de Monsieur et Madame Léopold. Elie a offert à Madeleine une bague de fiançailles en diamant et lui a dit que son mariage était terminé et qu'il serait bientôt divorcé. Il a commencé à la présenter comme sa femme. Madeleine était très amoureuse d'Elie et semblait croire tout ce qu'il lui disait. Elie avait un ami, nommé Jean Cullen.
C'était un petit délinquant qui avait souvent des ennuis avec la police. Les deux hommes trouvèrent la vie difficile. Ils ne pouvaient même pas trouver de travail et l'économie américaine n'allait pas bien. Le pays venait d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale et les bars et clubs n'attiraient en plus les visiteurs comme les années précédentes. Ellie et Jean n'étaient pas étrangers à la petite délinquance et, ayant désespérément besoin d'argent, ils ont élaboré un plan pour commettre un vol. Ellie se souvenait que Madeleine avait récemment rencontré une dame qui était mécène d'un théâtre. Elle avait 52 ans et elle s'appelait Susan Reich. Elle était la fille de l'un des industriels les plus riches de Pologne et était arrivée à New York le 5 septembre 1939, 4 jours après le début de la Seconde Guerre mondiale. Ellie la considérait comme une cible facile et avait élaboré un plan pour la voler. Le samedi 21 mars 1942, la tante âgée de Suzanne, Elisa, a répondu au téléphone dans leur appartement. Une femme a demandé à parler à Suzanne, mais on lui a dit qu'elle n'était pas là pour le moment, alors elle a demandé à la tante de Suzanne de transmettre un message. Elle a dit qu'elle était l'actrice Madeleine Webb et qu'elle s'était récemment mariée, donc elle a invité certains de ses amis à rencontrer son mari et avait organisé un déjeuner dans son appartement d'un hôtel de Sutton, et elle aimerait beaucoup que son amie Suzanne se joigne à eux. La tante de Suzanne a transmis le message à sa nièce et celle-ci s'est rendue à l'appartement où Madeleine et Ellie séjournaient, mais elle n'est pas rentrée chez elle. 2 jours plus tard, son mari a appelé la police et a signalé la disparition de sa femme. Les détectives ont interrogé le mari et la tante de Suzanne, puis se sont rendus à l'hôtel Sutton. Ils sont entrés dans la chambre et, allongée morte sur le sol, les mains attachées et la bouche couverte de rubans adhésifs, se trouvait Susan Reich. Un foulard avait été noué autour de son cou et une bague en diamant ainsi qu'une montre de valeur manquaient. La dame qui avait échappé aux atrocités en Europe avait maintenant été retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel à New York. Une enquête pour meurtre a été lancée, dirigée par le détective très expérimenté Thomas Tunney. Le directeur de l'hôtel lui a dit que le couple qui occupait la chambre était parti la veille et n'était pas revenu. Ils ont décrit Madeleine comme une belle femme dans la trentaine et Ellie comme un homme grand, mince et bien habillé. La police a supposé que le couple avait utilisé de faux noms pour signer le registre de l'hôtel, alors la recherche de l'identité du couple, qui s'était fait appeler Monsieur et Madame Léopold, a commencé. Découvrir leur identité. Cela a pris beaucoup moins de temps que le détective Tenay ne l'avait envisagé, car après que les journaux eurent rapporté l'histoire, et sachant que l'oncle d'Ellie, Murray Herschel, était connu pour traiter des bijoux volés, la police lui a rendu visite. Il a dit à la police qu'il savait que son neveu prévoyait un vol, et après avoir conclu un accord avec le détective Tunney, il a donné l'identité de Madeleine et lui a tout raconté sur leur plan. Il a déclaré qu'il avait accepté de se débarrasser des bijoux volés, mais qu'il ne savait pas qu'il prévoyait un temps de tuer Suzanne, et qu'à part accepter de vendre les objets, il n'avait joué aucun rôle dans le crime. La police a obtenu des photos d'Ellie à partir de son dossier policier et de Madeleine auprès d'une agence de mannequins, puis les a montrées au personnel de l'hôtel Sutton. Ils ont confirmé que les photos étaient celles du couple qui se faisait appeler Monsieur et Madame Léopold, et la police s'est alors mise à essayer de retrouver John Cullen, Ellie Chambrun et Madeleine Webb. Madeleine et Ellie ont rapidement été retrouvées dans un hôtel du Bronx et, lors de la fouille de leur chambre, la police a découvert les bijoux volés de la victime. Quelques jours plus tard, John Cullen a été arrêté. Les trois ont été interrogés séparément. Madeleine a dit au détective Tenay qu'Ellie ne discutait jamais de ses affaires avec elle et qu'elle n'avait aucune connaissance du crime. Elle a dit qu'elle ne savait pas que l'argent qu'il gagnait venait de vol. Ellie Chambrun et John Cullen ont également dit au détective que Madeleine ne savait rien de leur plan, mais la police n'était pas convaincue. C'était une femme intelligente avec une éducation universitaire. Et elle devait forcément être complice du crime. En prenant tout en compte, ils ont inculpé les trois pour meurtre. Le procès a suscité beaucoup d'intérêt dans la presse, et au tribunal, Madeleine n'a pas déçu. Lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audience, tous les regards semblaient se tourner vers elle, une femme belle et gracieuse qui était jugée pour meurtre.
Elle avait enfin trouvé la célébrité et la notoriété qu'elle recherchait depuis si longtemps, mais d'une manière très différente de celle dont elle avait rêvé. L'histoire allait certainement aider à vendre quelques journaux. Elle nia toute connaissance du crime, et John ainsi qu'Ellie confirmèrent ses déclarations, mais l'oncle d'Ellie affirma qu'elle était complice et que Madeleine avait passé l'appel téléphonique auquel avait répondu la tante Élise de la victime. Lorsque la tante Élise fut interrogée, elle déclara devant le tribunal qu'elle était certaine que c'était Madeleine qui avait appelé, car la voix était la même. Madeleine continua de nier qu'elle avait passé l'appel ou qu'elle avait la moindre connaissance du crime. Ellie et Jean avaient déjà dit au tribunal qu'elle n'avait pas passé l'appel, et ont déclaré que c'était l'oncle d'Ellie, Murray Herschel, qui avait passé l'appel, ajoutant qu'il était très doué pour imiter la voix d'une femme. Ellie a ajouté qu'il avait envoyé Madeleine faire des courses le jour du crime, et que dans la chambre d'hôtel, il n'y avait que la victime lui-même et son oncle. Il a dit que John Cullen n'était pas là non plus. Il a poursuivi en disant à la cour qu'il avait seulement prévu de voler la dame, mais que son oncle l'avait frappé, avait commis le crime, puis avait paniqué et, lorsqu'il a été interrogé par la police, avait conclu un accord avec eux pour piéger les 3 autres. Lorsque Madeleine a témoigné, elle a dit à la cour que, la nuit du meurtre, elle avait rencontré Ellie dans la rue et qu'il lui avait dit qu'il avait été enfermé dehors de l'hôtel parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer la chambre. Ce n'était pas un événement inhabituel, donc Madeleine n'a pas été surprise par la nouvelle et, ensemble, ils sont allés dans un autre hôtel. Mais Madeleine n'a pas aidé sa cause lorsqu'elle s'est mise à crier sur l'avocat de l'accusation parce qu'elle était mal à l'aise avec sa façon de poser les questions. Finalement, l'accusation a reconnu que Madeleine n'était pas à l'hôtel au moment du crime. Cependant, ils ont déclaré qu'ils considéraient qu'elle était au courant du plan et tout aussi responsable. La presse était fascinée par l'affaire. Et Ellie et Madeleine semblaient prompt à jouer avec eux, en affichant leurs sentiments l'un pour l'autre tout au long du procès, qui était constamment interrompu lorsque le couple criait des mots de soutien l'un à l'autre. Après la fin du procès, le jury s'est retiré pour délibérer. La presse était assise anxieusement dans la galerie, prête à rapporter le verdict, et lorsque le jury est revenu, il a semblé s'écouler une éternité avant que le président du jury ne prononce les mots déclarant les accusés, Ellie Shomron, Jean Cullen et Madeleine Webb, coupables de meurtre. Le président du jury a poursuivi en disant que le jury recommandait la clémence pour Madeleine. Le juge Jonas Goldstein a alors condamné Ellie et Jean à mort par la chaise électrique et a condamné Madeleine à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La presse a quitté le tribunal dans une frénésie et le lendemain, les journaux étaient un peu remplis de l'histoire. Madeleine a été envoyée à la prison pour femmes de Westfield. Au début, elle a trouvé la vie difficile et, pendant les 2 premiers mois, elle parlait à peine à quelqu'un et passait la plupart de son temps à sangloter dans sa cellule. Ellie et John ont été envoyés à la prison de Sing Sing où, le 29 avril 1943, Ellie a reçu sa dernière lettre de Madeleine. Il l'a lue attentivement avant de la remettre au directeur pour qu'elle soit détruite. Puis lui et John Cullen ont été exécutés sur la chaise électrique. Avec le temps, Madeleine s'est adaptée à la vie en prison. C'était une femme très instruite et elle a commencé à passer son temps à enseigner aux autres détenus, dont certaines ne savaient ni lire ni écrire. Elle travaillait aussi à la bibliothèque de la prison et mettait en scène des pièces de théâtre interprétées par les détenus. La directrice de la prison, nommée Lillian Fish, a déclaré que Madeleine avait développé une merveilleuse façon d'être avec les gens et un intérêt très profond et sincère pour aider les autres. Les avocats de Madeleine ont demandé sa libération conditionnelle en faisant valoir qu'elle s'était amendée en prison, mais la brutalité de son crime faisait que chaque fois, sa demande de libération conditionnelle était rejetée. Cependant, en 1967, la libération conditionnelle a finalement été accordée, et Madeleine a quitté la prison pour retourner dans sa ville natale de Stillwater. Elle a passé son temps à s'occuper de sa mère âgée, qui avait dépensé la majeure partie de ses économies dans les frais juridiques de sa fille. Elle a aussi collaboré avec des organisations communautaires locales. Sa mère a vécu jusqu'à plus de 90 ans, passant les 12 dernières années de sa vie avec sa fille. Elle est décédée en octobre 1979 et 4 mois plus tard, le 1er février 1980,
Madeleine Webb est décédée d'un cancer. Elle avait 67 ans. Elle est morte en proclamant son innocence, n'ayant jamais admis avoir eu la moindre part dans le meurtre de Susan Reich. Bonjour à tous, merci de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos retours ou commentaires et je vous retrouve dans la prochaine affaire.